2024 Paris. Une jeune femme de 18 ans saute d'une voiture Uber en marche pour échapper à une tentative d'agression sexuelle. L'entreprise qui promettait confiance et sécurité inspire aujourd'hui la peur. Uber est devenu rentable, mais à quel prix? Moins de chauffeurs, plus d'attentes, une qualité de service qui s'effondre. Et si pour sauver un modèle économique, il fallait volontairement décevoir ses clients? Uber, c'était la promesse parfaite. Un chauffeur en un clic, moins cher qu'un taxi avec une bouteille d'eau et le sourire en bonus. Aujourd'hui, c'est plus cher, plus long et parfois inquiétant. Alors, pourquoi on continue à l'utiliser? Et surtout, pourquoi Uber semble l'assumer? Dans cette vidéo, on va décortiquer 3 choix stratégiques radicaux qu'Uber a fait. Des choix contre-intuitifs, mais parfaitement logiques. Et tu vas voir, certains pourraient s'appliquer à ton propre business. Moi, c'est Aurélia Schneider. Chef d'entreprise depuis 15 ans, je développe des entreprises atypiques et accompagne des dirigeants à bâtir des business rentables, singuliers et durables. Mon obsession, comprendre les modèles qui fonctionnent et ceux qui explosent en vol. Aujourd'hui, on va plonger dans le cas d'Uber. Alors, petit rappel, Uber est né à San Francisco en 2009. L'idée de base, c'était de commander une voiture avec un chauffeur depuis son téléphone. Simple, fluide, plus chic que le taxi et surtout bien moins cher. Le service cartonne. Mais pour casser les prix, Uber va tout miser sur une stratégie extrême, subventionner artificiellement chaque course. Un trajet payé 10 € par exemple par l'utilisateur peut en coûter 15 à Uber. Pourquoi? Parce que la différence est couverte par l'argent des investisseurs. Pendant plus de 10 ans, Uber va lever des dizaines de milliards de dollars, notamment auprès des fonds d'investissement. En 2019, l'entreprise brûle près de 8,5 milliards de dollars sur une seule année, officiellement pour construire l'avenir de la mobilité. En réalité, c'était pour acheter du temps. Et évidemment des parts de marché. Cette stratégie, c'est le blitzscaling. Le blitzscaling, c'est l'idée de croître si vite que tu t'imposes comme un standard mondial avant même d'être rentable. Tu investis massivement, tu subventionnes l'usage, tu écrases la concurrence. Mais voilà, à un moment, il faut rembourser l'addition. Et ça, c'est ce qui arrive à Uber depuis 2022. Moins de promos, moins de bonus, tarifs en hausse. En 2023, Uber annonce pour la première fois de son histoire un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars sur un chiffre d'affaires dépassant 37 milliards. Mission accomplie? Peut-être, mais à quel prix? En fait, le paradoxe, c'est que pour devenir une vraie entreprise viable, Uber a dû faire l'inverse de ce qui l'a rendu célèbre. Exit les bouteilles d'eau, exit le confort, les prix cassés, place à de la rentabilité. Concrètement, Uber a baissé la rémunération de ses chauffeurs, rendant le métier beaucoup moins attractif. Supprimer une grande partie des remises pour les passagers, augmenter les tarifs minimums et les frais de service, allonger les délais de prise en charge et accepter davantage de reports ou d'annulations. Conséquence immédiate sur l'expérience client. Les courses sont plus longues à arriver, les prix ne sont plus si compétitifs face aux taxis classiques. Les chauffeurs les plus courtois, expérimentés et professionnels ont quitté la plateforme, remplacés par une main-d'œuvre plus opportuniste, moins formée et parfois moins investie. Uber est donc rentable, mais moins aimé. Pourtant, une large partie des utilisateurs continuent d'y avoir recours. Mais pourquoi? Parce que malgré tout, Uber reste une option pratique dans beaucoup de cas. L'application est fluide, disponible partout. Les taxis sont encore difficiles à trouver dans certaines villes. Et l'habitude est ancrée. La fidélité ne vient plus de l'amour du service, mais de l'absence de vraies alternatives intégrées. Ce que tu dois retenir, grandir vite, ce n'est pas un objectif. C'est un moyen. Et si tu crois sans marge, tu deviens rapidement dépendant d'investisseurs, de subventions, de promesses que tu ne pourras pas tenir longtemps, car tu resteras enfermé dans des levées de fonds où tu devras répondre aux envies de tes investisseurs. Tu n'as pas besoin d'être Uber, mais tu dois savoir exactement quand ton business gagne de l'argent, comment et à quel coût. Sinon, tôt ou tard, tu devras tout casser pour reconstruire. Et ça, c'est le vrai prix du blitzscaling. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais avec les entrepreneurs que j'accompagne. Déconstruire les mécaniques bancales, retrouver une structure saine, aligner croissance et rentabilité. Parce que la seule croissance qui vaut, c'est celle qui t'émancipe, pas celle qui te rend dépendant d'un système que tu ne contrôles pas. Les informations, évidemment, sont en description. Et justement, dans le prochain chapitre, tu vas voir comment Uber a industrialisé son modèle en le rendant scalable, au point d'en perdre toute la valeur relationnelle. Uber n'a pas seulement disrupté le transport, il a aussi inventé une stratégie qui porte aujourd'hui son nom, l'ubérisation. L'ubérisation, c'est le pari de réinventer un secteur traditionnel en le rendant plus fluide, plus moderne et surtout plus rentable. Uber a pris un marché rigide, celui des taxis, et a supprimé tout ce qui l'alourdissait. Les licences, les centrales de réservation, les employés permanents. À la place, une plateforme, des freelances, un algorithme.
Résultat, un modèle économique beaucoup plus sexy pour l'utilisateur, rapide, intuitif, sans contact et moins coûteux à faire tourner. Sur le papier, c'est brillant. Uber a réussi à concurrencer des taxis soumis à des réglementations complètement folles, en proposant une alternative beaucoup plus souple, plus fluide et portée par la technologie. Et c'est exactement ce que cherchent beaucoup d'entrepreneurs. Réinventer un modèle obsolète en s'appuyant sur des leviers puissants. Dans le cas d'Uber, il y en a 3. La technologie, une application simple, un système de notation. La sous-traitance, plus de flexibilité et moins de charges. Et évidemment, la promesse d'une meilleure expérience utilisateur. Malheureusement, pour gagner plus d'argent, Uber a fini par abandonner cette promesse d'une meilleure expérience. Ils ont épuré leur service à l'extrême pour le rendre plus rapide, plus économique et évidemment plus rentable. Et oui, les milliards sont arrivés. Uber a fait 1,9 milliard de dollars de bénéfices en 2023. Première année positive. Et voilà le vrai danger. Croire que l'on peut posséder un marché et négliger ceux qui le font vivre. Dans nos entreprises, le pilier que nous travaillons le plus, c'est l'expérience utilisateur. Parce que notre seul objectif, c'est que nos clients deviennent nos ambassadeurs, pas nos ennemis. On veut du waouh, de l'enthousiasme dans leurs paroles, des étoiles dans leurs yeux. C'est exactement ce que nous avons réussi à créer dans notre boutique de Cannes, par exemple, avec une note moyenne de 4,9 sur Google. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix stratégique, car penser qu'on peut dire « j'ai le marché, donc je peux traiter mes clients comme des lignes sur un fichier Excel » est une stratégie dangereuse. Ça fonctionne jusqu'à ce qu'un nouveau disrupteur surgisse. Ou pire encore, jusqu'à ce que la régulation décide de vous faire tomber, parce que vous avez beaucoup trop abusé. Uber n'a pas seulement réinventé un modèle économique, il a aussi redéfini la manière dont une entreprise s'impose sur un marché réglementé. Et pour ça, il a bénéficié d'un soutien politique rare. Les Uber Files l'ont révélé au grand jour. En France, Uber a reçu un appui discret, mais actif, de plusieurs membres du gouvernement, notamment d'un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Les documents internes fuités montrent qu'Uber a bénéficié de rendez-vous confidentiels, de conseils sur la stratégie adoptée face aux autorités françaises, et parfois même d'un soutien pour contourner certains blocages réglementaires. Ces révélations ont confirmé que l'entreprise misait autant sur le lobbying politique que sur l'innovation technologique pour s'imposer. Dans un pays comme la France, ultra normé, ultra contrôlé, il ne faut pas aborder la règle avec peur, mais encore moins avec arrogance. La bonne posture, c'est l'agilité, comprendre les règles, en jouer parfois, mais toujours avec conscience du terrain. Être malin ne veut pas dire être hors la loi. Souvent, les entrepreneurs que j'accompagne se retrouvent complètement paralysés par les normes et les règles qui peuvent s'appliquer à leur secteur. D'autres, à l'inverse, foncent tête baissée sans jamais se poser de questions. Alors, quelle attitude adopter ? Mon conseil, c'est qu'au début, il ne faut pas trop avoir peur. Il faut oser se lancer parce que le niveau de risque réel est souvent bien plus faible que ce que l'on peut s'imaginer. Parfois, la règle est même une barrière stratégique très intéressante à franchir. S'il y a des règles et que vous arrivez à être compliant avec, vous avez un avantage stratégique que vos concurrents n'oseront peut-être pas aller chercher. Une fois que vous avez franchi cette barrière, vous pouvez alors vous concentrer sur vos vrais risques, ceux qui pourraient réellement mettre en péril votre entreprise. Et c'est justement ce que me partageait mon expert comptable encore récemment. Elle me disait « Aujourd'hui, mon métier a changé. Je ne passe plus mes journées à optimiser les bilans, mais à expliquer aux chefs d'entreprise les risques qu'ils ne voient pas venir. » Ces risques invisibles, ce sont par exemple la TVA non déclarée ou mal anticipée, le dropshipping mal cadré avec des CGV douteuses ou des délais non tenus, ou encore des produits électroniques ou cosmétiques importés de Chine sans certification CE, ni mise en conformité réglementaire. Uber n'échoue pas parce qu'il a disrupté trop fort. Il échoue parce qu'il a voulu grandir sans respecter les règles fondamentales de l'entrepreneuriat. Il a cru que la vitesse pouvait compenser l'absence de rentabilité. Il a cru que la technologie pouvait remplacer l'expérience client. Il a cru que le marché était acquis et que la loi pouvait toujours se contourner. Mais ce qui met aujourd'hui en danger Uber, ce n'est pas la disruption, c'est l'addition. Les règles du jeu de toute entreprise, qu'on soit une start-up ou un commerçant de quartier, restent les mêmes. Un client mécontent ne deviendra jamais un ambassadeur. Un modèle non rentable finit toujours par exploser. Et un système qui méprise la loi finit tôt ou tard par être écrasé par elle. L'histoire d'Uber, c'est l'histoire d'un géant qui a confondu conquête et consolidation, qui a confondu force brute et solidité. Et c'est une leçon pour tous les entrepreneurs. Ce qui te fait grandir n'est pas toujours ce qui te fait durer. Alors ose casser les codes, mais ne trahis jamais tes fondations. Parce qu'au final,
Une entreprise pérenne, ce n'est pas celle qui va plus vite que les autres. C'est celle qui sait où elle va, comment elle gagne et pourquoi les clients auront envie de la suivre longtemps. Si tu veux bâtir ce type de business lucide, rentable, audacieux, mais durable, alors je peux t'aider à poser les bons piliers. Tu trouveras tout ce qu'il faut en description. Uber a peut-être dominé le monde, mais il a oublié pourquoi on monte dans une voiture.